Bonjour, ici Paul Vachon. Nous avons vu dans les semaines précédentes différents conflits à travers le monde. En fait, nous avons fait une revue du 20e siècle et du 21e siècle, avec bien sûr des situations inquiétantes parce qu'elles se passent actuellement. Nous allons faire un bref retour en arrière concernant un phénomène qu'on aurait voulu qu'il disparaisse à tout jamais. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous allons parler cette semaine des génocides. Évidemment, il y en a eu plusieurs, alors on ne pourra pas tous les aborder. On verra pourquoi. On va aller d'abord par une définition, parce que c'est important, avant d'accuser qui que ce soit de génocide, de savoir exactement, selon les conventions reconnues par, je dirais, par tout le monde, de quoi on parle. Alors, selon Wikipédia, mais on s'entend que Wikipédia, c'est une encyclopédie, mais Wikipédia dit, dans son acceptation la plus répandue, le génocide, c'est un crime qui consiste en l'élimination concrète, intentionnelle, ça c'est important, intentionnelle, totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, religieux, etc. On ne se contentera pas de ça. Je suis allé voir sur la Convention pour la prévention du crime de génocide de l'Organisation des Nations unies. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il y a génocide lorsque l'un quelconque des actes qu'on va énumérer sont commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Et là, il y a cinq clauses, 5 articles, si vous voulez, qui définissent un peu ces crimes-là. Et il suffit qu'il y en ait un seul parmi ces 5-là pour qu'on soit devant une intention de génocide. Le meurtre de membres d'un groupe. L'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres de groupe. La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et des transferts forcés d'enfants du groupe à un autre groupe. Ça peut nous paraître théorique, mais on va aller voir exactement de quoi il s'agit dans quelques cas. Bien sûr qu'on ne pourra pas tous les faire. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on a découvert les camps de concentration à Auschwitz-Birkenau et tous les autres camps qu'il y avait en Europe, dont surtout les camps d'extermination, jamais qu'on aurait pu penser qu'une telle chose puisse arriver. Et pourtant, c'est arrivé. Après les procès de Nuremberg sur les criminels de guerre nazis, là encore, on s'est dit jamais que ceci ne devrait arriver de nouveau. Et pourtant, c'est arrivé de nouveau. Alors, allons voir les cas. Voici la galerie des génocidaires du 20e siècle. Ils ne sont pas tous là. Il y en a d'autres. Mais ce sont les principaux. Allons voir brièvement leur portrait. En Turquie, avec le génocide des Arméniens. Ça a été reconnu beaucoup plus tard, en 2008, qu'il y a eu génocide des Arméniens. Évidemment, la Turquie l'a toujours nié, mais il y a eu génocide des Arméniens. Et d'ailleurs, on en a qui se sont installés ici dans la région, qui ont fui ces tortures-là, dont un de nos concitoyens célèbres, Raymond Setlacouille. Dans les années 30, de 1937 à aller jusqu'en 1945, la prise du pouvoir par Hitler, l'instauration du régime nazi, les camps de concentration nazis. On en a parlé brièvement. Alors, il y a eu génocide, c'est très clair, il y a eu condamnation. Joseph Staline. Joseph Staline en Russie, par les purges, la paranoïa qui a habité le dictateur, et l'élimination aussi, l'Holodomor, par exemple, en Ukraine, l'élimination de certains groupes, on fait face à un génocide. Hirohito au Japon. Malgré le fait qu'il n'ait pas été condamné, puisqu'il était l'empereur et qu'on ne voulait pas en ajouter à la situation déjà extrêmement grave qu'il y avait,
les Japonais se sont rendus coupables de crimes de génocide et d'extermination en Corée, en Chine, aux Philippines. Mao Tse-tung, même s'il est encore adulé, est coupable également de crimes graves contre des minorités ethniques en Chine. Pol Pot, au Cambodge, les Khmers rouges, coupable de crimes monstrueux contre sa propre population, des assassinats, une rééducation forcée, coupable de crimes. Et là, on est rendu à la fin des années 70. Ça commence à être, je vous dirais, ça se rapproche de nous, avec inquiétude. Au Bangladesh aussi. Le Bangladesh, moi, je me souviens, on est dans les années 70, et je me souviens des images terribles à la télévision où on voyait des milliers d'enfants mourant littéralement de faim, là, et qu'on a laissé mourir d'ailleurs. Saddam Hussein, dans les années 80, qui a bombardé son peuple avec des armes chimiques. Slobodan Milosevic, avec l'éclatement de la Yougoslavie, la création de la Grande Serbie, et systématiquement l'élimination de Croates, de Bosniaques, etc. Au Rwanda, dans les années 90, le génocide des Tutsis par les Hutus, le génocide du Darfour dans les années 2000, la guerre civile récente et qui perdure encore, là, avec Bachar el-Assad en Syrie, et finalement, notre champion, Vladimir Poutine, c'est pas qu'il est plus criminel que les autres, mais il est un criminel, c'est très clair, avec son attaque, non seulement sur l'Ukraine, mais on l'a vu précédemment, en Tchétchénie, en Géorgie, en fait, il a attaqué à peu près tous ses voisins. Est-ce le monde qui est malade ou ce sont certains chefs d'État qu'on laisse passer et qui semblerait qu'ils aient des attitudes qui sont contre ce qu'on pourrait appeler le désir fondamental des humains de vivre en paix. On va voir 3 cas. La Yougoslavie, le Rwanda et l'Ukraine. Pourquoi ces 3 cas-là? Bien, d'abord, l'Ukraine, parce que ça se passe actuellement sous nos yeux. Alors, on ne peut pas ne pas en parler, même si on en a déjà parlé dans des émissions précédentes. On verra sous quel angle. Le Rwanda. Le Rwanda, c'est en Afrique, c'est loin. Et la Yougoslavie, ça s'est passé quand même en Europe. Et pourquoi ces 3 cas-là? Parce que ces 3 cas-là, ils ont une portée internationale, mais ils ont aussi montré les faiblesses et les limites de l'Organisation des Nations Unies. Une organisation qu'on a voulu créer pour maintenir la paix dans le monde et pour que jamais ces crimes-là recommencent. Alors, allons voir les 3 cas. La Yougoslavie. On est dans les années 1990, et vous savez, dans les années 1990-91, là, on l'a vu, c'est l'éclatement de l'Union soviétique, et c'est, je vous dirais, chacune de ces entités-là, de ces pays-là qui étaient dans la fédération, dans l'URSS, ont pris leur indépendance. C'est ce qui va arriver aussi avec la Yougoslavie, même si la Yougoslavie était déjà indépendante de l'Union soviétique. C'est une fédération qui est composée de différents peuples et dirigée par un dictateur communiste qui est le maréchal Tito, qui va gouverner de 1945 à 1980. C'est quand même assez long comme règne. C'est une dictature et il gouverne jusqu'à sa mort en 1980. Les régions qui forment la Yougoslavie, c'est des régions qui sont peuplées de peuples différents aussi. Alors, on parle de la Slovénie, la Serbie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Voïvodine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine, et qui est peuplé également de chrétiens et de musulmans. En 1986, Slobodan Milosevic devient chef de la Ligue communiste de Serbie, et à partir des années 90, va se développer, je vous dirais, lentement, l'idée de créer la Grande Serbie. C'est un peu l'idée de recréer la Yougoslavie, mais sous l'hégémonie des Serbes. Je vous dirais que ça ressemble étrangement à ce que Poutine veut faire maintenant, d'essayer de recréer la Grande Russie ou l'ancienne République de l'Union soviétique. En 1990, il y aura des élections libres
qui vont avoir lieu dans les différentes régions de la Yougoslavie, ce qui va entraîner, bien sûr, dans ce mouvement-là qu'on a vu dans les années 90, des changements importants. Et ça va faire éclater la Yougoslavie en 1991. La chute du mur de Berlin en 89 est un déclencheur. Après, tout s'ensuit, comme la théorie des dominos nous l'avait déjà enseigné. En 1991, la Slovénie et la Croatie déclarent leur indépendance et là va s'en suivre une série de guerres. La guerre de Slovénie en 91, de Croatie en 91-95, de Bosnie 92-95, du Kosovo 98-99 et de la Macédoine en 2001. On est au cœur de l'Europe. Ça ne s'était jamais produit depuis la Seconde Guerre mondiale et on se ramasse au cœur de l'Europe avec une crise majeure, puis que je vous dirais qui est comparable à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Alors, que s'est-il passé exactement? Bien, je vous dirais certainement les plus chanceux, c'est la Slovénie. La Slovénie déclare son indépendance en 91. Il va y avoir un conflit qui va éclater avec la Serbie qui va durer 10 jours. En fait, je dis la Serbie, mais c'est plus la fédération, en tout cas, ce qui en reste. Ça va durer 10 jours, puis la Slovénie va être reconnue comme État. Puis aujourd'hui, la Slovénie, en 2004, s'est jointe à l'Union européenne. Alors, ça aurait pu être un épisode heureux si ça l'avait continué dans ce sens-là. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Alors, en 1991, on assiste à la déclaration d'indépendance de la Croatie et ça va opposer les Croates aux Serbes. Pourquoi? Parce que dans chacune de ces républiques-là, il y a toujours des minorités serbes, pour la plupart, parce que les Serbes constituent la plus grande entité ethnique de la Yougoslavie. Alors, il y a des minorités, et ces minorités-là n'acceptent pas l'indépendance. En ne l'acceptant pas, bien, eux autres, ils veulent se détacher de la région qui veut son indépendance. Résultat de ça, bien, ça entraîne des guerres. C'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle, ou ce qui s'est passé entre la Russie et d'autres républiques, comme la Tchétchénie, la Géorgie, l'Ukraine. La guerre a fait 20 000 morts dans les deux camps, 500 000 réfugiés, la destruction de 180 000 maisons, 25 % de l'économie croate est détruite, 27 milliards de dégâts. C'est une catastrophe. D'ailleurs, toutes les guerres sont des catastrophes. Selon le tribunal pénal international, il y a eu des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, comme dans la région de Vukovar. À partir de l'an 2000, le pays va se démocratiser et il fait partie de l'Union européenne depuis 2013 et de l'OTAN même depuis 2009. Alors, il est pour l'instant à l'abri de nouvelles tentatives. Maintenant, allons voir la Bosnie-Herzégovine. On dirait que plus on va dans le temps, pire est la situation. Même chose, même scénario. En 1992, la Bosnie déclare son indépendance. On va avoir cependant le déploiement de casques bleus pour protéger les Bosniaques. Mais là, la guerre va durer entre les Bosniaques, les Serbes et les Croates. Elle va durer 3 ans. Il va y avoir des massacres absolument épouvantables, une guerre urbaine dans les villes de Sarajevo et de Srebrenica. Sarajevo, on s'en rappelle, avait été le déclencheur de la Première Guerre mondiale. C'est comme si on avait un retour de tout le siècle. On est à la fin des années du 20e siècle. Et c'est comme si on retournait au début du siècle. Sarajevo est un symbole, mais un symbole également d'une ville martyre. En 1995, l'OTAN va intervenir contre les Serbes pour protéger d'une part les forces de l'ONU et pour protéger aussi des populations parce qu'on sait qu'il y a des crimes de guerre qui se font. Pourquoi que l'OTAN est intervenu en 1995 en Yougoslavie et n'intervient pas en Ukraine? C'est tout simplement qu'à cette époque-là, la Russie n'est plus l'Union des républiques socialistes soviétiques et n'a pas mis son droit de veto pour empêcher. Et même si elle n'était pas d'accord, elle n'était pas contre, elle la laissait faire. Même chose avec la Chine. C'est sa seule explication.
la non-intervention. Et pourquoi qu'on n'intervient pas en Ukraine? Ben, c'est parce que la Russie ne le permettrait pas et elle a les armes nucléaires. Le bilan, 100 000 morts, 2 millions de réfugiés. Aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine est candidate pour devenir membre de l'Union européenne. Maintenant, va-t-elle le devenir et quand va-t-elle le devenir? Ça, c'est une autre question. Qu'est-il arrivé maintenant aux dirigeants de la Yougoslavie? Bien, selon le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, les Serbes, dirigés par Slobodan Milosevic, sont responsables de massacres systématiques de la population civile, d'exécutions sommaires, de nettoyage ethnique, d'extermination, d'atrocités, de viols massifs, systématiques, de traitements inhumains dans les camps de concentration, de sièges et de bombardements aveugles de villes et de villages, de prise d'otages de soldats de l'ONU, de génocide, d'exécution de prisonniers pour en faire le trafic d'organes. Et ça, c'est documenté par le tribunal pénal international. Il y a des coupables qui seront arrêtés, qui seront punis pour ces crimes-là, en espérant que ceci donne une leçon pour les autres. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Voyons maintenant une autre situation dramatique, absolument épouvantable, le cas du Rwanda. Le 6 avril 1994, les présidents rwandais et burundais vont mourir lorsque leur avion sera percuté par un missile. Aujourd'hui encore, on n'a jamais fait la lumière sur qui avait commandité l'attentat, qui avait commandité l'assassinat. Mais une chose qui est sûre, c'est que ça a été planifié, ça a été voulu, ça a été orchestré. Le 7 avril, la première ministre du Rwanda est également assassinée à son tour et une dizaine de casques bleus belges sont aussi assassinés. Le 8 avril, alors vous voyez que les événements se bousculent, 6, 7, 8. Le 8 avril, la France et la Belgique évacuent leurs ressortissants. Le massacre des Tutsis va commencer. Tout avait été planifié. Il y a eu la création auparavant de milices interamouées et la propagande par une radio absolument épouvantable, la radio des 1000 collines, qui appelle à l'élimination systématique des Tutsis et même des Hutus modérés. Et à ce sujet-là, un de mes amis était secrétaire d'ambassade dans un pays limitrophe. Je ne vous dirai pas, pour des raisons de sécurité, le nom de cette personne. Et il m'avait envoyé un document d'une 4 ou 5 pages qui était bilingue en langue interamoué et en langue en français. Et dans ça, c'était des recettes, et ça venait de Radio Libre des 1000 collines. Et il y avait des recettes pour l'élimination des Tutsis. Et je vais vous donner un exemple. Je me souviens, entre autres, qu'on appelait à la sortie des classes, notamment pour les jeunes garçons, on disait c'est le père, l'oncle ou le frère qui va aller chercher l'enfant. Vous vous embusquez et vous allez pouvoir les tuer à la sortie de l'école. Pas seulement tuer l'enfant, mais également tous les mâles présents pour éliminer ce qu'on appelait à l'époque les cafards. La MINUAR, c'est la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda. La MINUAR est commandée par le général Roméo Dallaire, un Canadien, un Québécois, et après l'assassinat des 10 casques bleus belges, l'ONU va décider de réduire ses effectifs qui vont passer de 2500 hommes à 250. Et déçu, la Belgique va se retirer de la MINUAR, ce qui laisse le général Dallaire sans ressources devant un génocide qui se passe sous ses yeux et il n'a dans tout le pays que 250 hommes. Les exécutions vont se dérouler pendant 3 mois à coups de machettes et à coups de gourdins cloutés. C'est des battes de baseball avec des clous. C'est pas compliqué, là. Et c'est l'élimination systématique des Tutsis. Et vous savez, les Tutsis et les Hutus, là, ça fait longtemps qu'ils vivent ensemble. Puis il y a des mariages interethniques, puis ça allait relativement bien. Mais là, c'est l'élimination. Le général Dallaire va écrire d'ailleurs un livre
sur son expérience là-bas. Et il va en sortir extrêmement meurtri. Ça s'appelle « J'ai serré la main du diable ». Et il y a un film d'ailleurs qui est fait là-dessus. Et si vous ne l'avez pas vu et vous avez l'occasion de voir le film « Hôtel Rwanda », il raconte les événements absolument dramatiques et ça nous donne une excellente idée. Dans les deux cas, j'ai serré la main du diable et Hôtel Rwanda de ce qui s'est passé là-bas au Rwanda. Ce fut une démission de la communauté internationale. Le général Dallaire, comme je l'ai dit, est laissé à lui-même. La France va même protéger des responsables de génocide. La France, la Belgique et les États-Unis vont avouer plus tard ne pas en avoir assez fait. Des milliers de réfugiés vont s'enfuir au Zaïre. Il va y avoir l'instauration d'un tribunal pour juger les coupables, autant un tribunal pénal international que des tribunaux locaux, pour essayer de ramener la paix dans le pays. La paix a été ramenée par une main de fer, une dictature avec Paul Kagame. L'Ukraine. Revenir sur l'Ukraine, on a un effet de redondance, c'est vrai, mais on va essayer de le voir sous un autre angle. Et je me disais, comment qu'on appelle un pays qui envahit son voisin sans déclaration de guerre, fait des attaques aveugles contre des zones civiles, des hôpitaux, des garderies, des écoles, des maisons. Écoutez, tout est documenté. On est en 2023, là. Tout le monde a des téléphones portables, ou beaucoup. Alors, tout est documenté. C'est difficile de cacher des crimes, là. De détruire le patrimoine d'un pays. Le patrimoine, là, c'est des musées, ça. C'est des restaurants, c'est des hôtels, c'est des monuments. C'est des crimes, ça. Tu n'en prends pas aux soldats, là. Détruire les infrastructures, les routes, les voies ferrées, les centrales électriques, on pourrait comprendre que c'est stratégique. Mais quand tu attaques une gare où il y a des civils, et où la stratégie? Kidnapper des enfants pour les rééduquer, torturer, violer systématiquement et assassiner des populations, cibler des couloirs humanitaires et même nier l'existence d'un État de droit comme l'Ukraine. Parce que Poutine dit qu'ils n'ont pas le droit d'exister. Allons voir chacun de ces faits-là pour voir si nous avons raison. Les attaques aveugles contre des zones civiles, hôpitaux, garderies, écoles, maisons. Le 1er et 2 mars 2022, l'artillerie russe prend pour cible un quartier densément peuplé, quartier civil, là, de Mariupol. Le bombardement va durer 15 heures. Le 3 mars, 1006 victimes civiles au cours de la première semaine de l'invasion de l'attaque. Bombardement massif de zones résidentielles à Mariupol, 45 % de la ville détruite. Bombardement des villes d'Irpin, de Kiev, de Borodianka, de Boutcha, de Soumy, de Kharkiv, de Mykolaïv, de Kremenchuk, d'Odessa et d'autres. Alors, s'il n'y a pas là intention de crime, je me demande comment on peut appeler cela. Voyons maintenant, concernant les musées. On comprend qu'un musée, c'est pas dangereux, là. Alors, il y a eu la destruction et le bombardement du théâtre de Mariupol, où des gens s'étaient réfugiés. Il y a eu des centaines de victimes. Bombardement du centre commémoratif de l'Holocauste de Babi Yar. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'exécution de centaines de Juifs dans un petit village qui s'appelait Babi Yar. Il y a un centre commémoratif pour commémorer cet événement-là épouvantable. Les Russes l'ont bombardé. Bombardement de la cathédrale de Kharkiv. Bombarder une cathédrale. Bombardement d'églises et de musées. Pillage et vol dans les musées. Si ce n'est pas un crime, comment peut-on appeler cela? Destruction des infrastructures, des routes, des voies ferrées, des centrales électriques et nucléaires. Le 4 mars, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia passe sous contrôle russe, on s'en rappelle, et on se rappelle aussi de la commotion que ça a créé. Bombardement de la gare de Kramatorsk alors que des civils tentent de fuir. Les civils sont là, ils veulent prendre le train, ils veulent se sauver de la guerre. Ce sont des vieillards, des femmes et des enfants. Un missile les atteint. Bombardement du port d'Odessa. La bataille de Bakhmut, qui se déroule encore aujourd'hui, est décrite comme l'une des pires batailles du 21e siècle. La présence des mercenaires Wagner, la destruction de la ville à 80 %.
Là, encore une fois, si ce n'est pas une intention criminelle, je me demande ce que c'est. On se retrouve en 2023 dans une guerre de tranchées comme on a connu durant la Première Guerre mondiale. On se croirait se retrouver à cette époque-là, tellement ça n'a pas de bon sens. Allons voir maintenant les enlèvements d'enfants. On en a déjà parlé et ça aussi, c'est documenté. Le rapt des enfants existe. Il y en aurait autour de 100 000 et certainement beaucoup plus qui ont été déportés en Russie, adoptés de façon tout à fait illégale, même si la Russie dit que c'est légal, il suffit qu'elle change les lois. N'oubliez pas une chose, tout ce qui a été commis comme crime en Allemagne était légal. Quand le pays décide que ça, c'est sa loi, c'est légal. Mais au niveau international, c'est loin de l'être. Alors, c'est une violation du droit international. Les conséquences économiques aussi de cette situation-là, puis je vais juste parler de deux aspects. L'aspect agroalimentaire, qu'est-ce qui fait souffrir l'humanité? L'Ukraine est un exportateur de céréales important, surtout dans les pays africains, dans les pays où on a besoin de ces céréales-là, et l'augmentation des prix, des intrants, etc. On voit la catastrophe et le coût de l'énergie. Cette guerre-là, non seulement affecte les belligérants, mais affecte le monde entier. Et qui est coupable? Vladimir Poutine. C'est un criminel, c'est un meurtrier, et j'espère qu'il sera jugé comme les autres. Merci. Au revoir.